Madame, Monsieur, bienvenue à notre émission Les Échos de la Finance. Nous avions prévu aujourd'hui d'attaquer un sujet extrêmement vaste et sensible qui est celui des impôts. Mais actualité oblige, il se passe des événements extrêmement graves aujourd'hui en Ukraine et nous avons pensé que ce serait une bonne idée d'essayer de prévoir, de prédire quelles peuvent être les conséquences de ces événements, non seulement sur l'économie mondiale, mais en quoi cela peut nous affecter, nous, en Haïti. Et nous allons essayer de faire ça, toujours avec notre ami William Savary, économiste et fondateur du Haitian Stock Exchange. Bonsoir, William. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Haïti. Bonsoir, Métropole. Bonsoir, tout le monde. Donc, à la surprise générale, même s'il l'avait toujours dit, et on ne l'avait pas cru, M. Poutine a lancé une attaque majeure contre l'Ukraine. Terre, mer, air, bombardement, troupes, tanks, bateaux de guerre. Il a attaqué par l'Est, il a attaqué par la Bélarus, et les combats ont déjà fait quelques centaines de morts. Dit-on. On n'est pas sûr, parce que apparemment, il y a eu des immeubles d'habitation qui ont été touchés et on ne sait pas combien de morts il y a. Mais il y a quand même déjà quelques morts. Les Ukrainiens semblent résister un petit peu plus que ce à quoi on aurait pu s'entendre, parce que l'armée russe, ce n'est quand même pas la dernière armée du monde. Et surtout, le chef de cette armée est totalement décidé à régler le compte de l'Ukraine une fois pour toutes. Alors, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Nous allons essayer de rester dans le domaine économique parce que la tentation est grande de déborder sur le politique, mais on n'est pas là pour faire de la politique, mais essayer de s'en tenir à l'économie. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette guerre? Maintenant, on peut quand même parler de guerre. Je dirais plutôt que c'est un conflit interne à la Russie. Pourquoi? Parce que si c'était vraiment une guerre, on aurait immédiatement vu des effets vraiment catastrophiques sur les indices du marché boursier, sur le marché international. Donc, c'est selon la communauté des affaires, selon la communauté des banques, selon la communauté des investisseurs, ce problème peut être résolu à court terme. Il y aurait des conséquences néfastes et beaucoup plus profondes si la résistance ukrainienne se matérialise en une résistance sérieuse et que la Russie n'a pas pu carrément prendre... s'emparer carrément de l'Ukraine, en fait, du reste de l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est déjà en possession de la Crimée, de Donbass. Okay, donc, vraiment, c'est là que nous parlons. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas encore une guerre d'après le marché financier? Il y a les indices boursiers. Vraiment, ce sont les indices qui indiquent les niveaux de crainte, les niveaux de peur, les niveaux qui pourraient être vraiment néfastes pour l'économie d'un pays ou pour l'économie mondiale. Donc le monde financier a comme haut-parleur, finalement, les indices boursiers. Les indices boursiers, effectivement. Si la bourse s'effondre, ça signifie que les milieux financiers sont inquiets. Ils sont inquiets. Maintenant... Or, pour l'instant, il y a eu une baisse, souvent même assez marquée. Je sais que la bourse de Paris a perdu 4% en une journée. Bon, vous savez, moi j'y connais rien à la bourse, mais quand je les entends applaudir lorsque la bourse a gagné 2 points, je me dis que lorsque la bourse perd 4, c'est quand même sérieux. Bon, maintenant, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Il faut dire que le jour de la crise, le jour de l'invasion, le Dow Jones a chuté de 32 points jusqu'à 32 495. Okay? Donc, aujourd'hui, le Dow Jones se négocie à 33 409.
Donc ça a commencé par baisser et puis maintenant ça remonte. Ça remonte. C'est de même pour le pétrole. Le pétrole avait grimpé jusqu'à 98,49. Aujourd'hui, ça se négocie à 92. Dans 2 jours. Ça avait même dépassé les 100 euros, les 100 dollars le baril. Les graphiques que j'ai consultés, le maximum c'était de 98,49. Okay? Maintenant, vous avez l'or. L'or qui est l'indice vraiment très fondamental parce que l'or est connu et ça fait partie des réserves des banques centrales. C'est l'indice de référence pour toutes les banques du monde. D'accord. Donc l'or a grimpé jusqu'à 1972 et aujourd'hui ça se négocie à 1889. Donc quand ça monte à 1972, ça signifie que les gens sont en train de rechercher la sécurité. La sécurité, l'inquiétude. Okay. C'est une preuve d'inquiétude. Maintenant, la meilleure preuve d'inquiétude lorsqu'il s'agit d'action militaire, c'est ce qu'on appelle l'index de la volatilité. L'index de la volatilité mesure le niveau ou l'amplitude de la peur. Et cet indice, pendant toute la période de la préparation de l'invasion, n'a pas trop bougé. Donc, a bougé de peut-être un point et demi. Oui, mais ça, William, c'est parce que personne ne croyait que Poutine allait passer à l'action. Mais même le jour même de l'action, c'est passé à 34,39. Et aujourd'hui, ça se négocie à 27,90. Donc, vraiment, l'indice de la volatilité, c'est ce qui donne au marché financier le niveau de crainte, si les gens devraient s'inquiéter, si les gens devraient quitter leur action et acheter des obligations, des bons du Trésor. Donc, c'est vraiment le point. Et pendant toute la période de la crise, le build-up. Pendant tout ça... Ouais, ce build-up, comment c'est ça. Oui, je cherche aussi l'expression. Donc maintenant, la construction de l'action, ou l'amplitude, ou le momentum. Okay? Donc, les marchés financiers se négocient avec beaucoup de stabilité. On a eu une conversation, je crois, bien avant, pendant la semaine dernière, où on avait mentionné que, je vous avais mentionné que les indices du marché n'indiquent pas qu'il y aura une catastrophe. Donc, et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive. Parce qu'on prend par exemple le pétrole. Le pétrole, il y a eu une augmentation, certes, et qu'aujourd'hui, cette augmentation se reflète déjà sur les prix à la pompe. À la pompe, absolument. Et ce que je dis souvent, c'est une augmentation inappropriée. Pourquoi? Parce que le pétrole qui se vend aujourd'hui à la pompe n'a pas été acheté hier. Ouais. Donc, ça a été, parce que le pétrole se vend à travers des contrats. Et ce sont des contrats qui parviennent à maturité, qui sont les contrats ou sont livrés ou sont liquidés. Donc, vraiment, passer le prix du pétrole en une journée à 10% à la pompe, je pense que c'est déraisonnable. Et c'est une façon même de faire le price gouging. Mais est-ce que ce n'est pas une manière d'anticiper parce que, disons que j'ai acheté mon pétrole lorsqu'il était à 90 $ le baril, que je le vends aujourd'hui, pendant la crise ukrainienne. Mais quand je constate que, en l'espace de quelques heures, le prix du pétrole est passé de 90 à 102, car ce sont les chiffres qui sont donnés à la télévision européenne, en tout cas, je me dis, moi, qui suis dans le pétrole, aujourd'hui j'achète à 90, demain je vais devoir acheter à 102. Il vaut mieux que je fasse quelques réserves pour que lorsque le moment arrivera que je passe ma commande, il ne me manque pas 1 million ou 2 millions de dollars. Bon, il faut dire que le prix qu'il donne en Europe est différent du prix des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est West Texas Petroleum, c'est West Texas Oil qui de la cotation. Donc c'est peut-être là qu'il y a peut-être une différenciation. Une différence entre les deux. Maintenant, en ce qui concerne pour la question que vous venez de poser, il y a une explication très logique et très difficile. Le pétrole se négocie, ce sont des contrats à terme. Maintenant, ce sont des contrats à terme parce qu'un contrat de pétrole, par exemple, c'est 54 000 barils ou 54 000 gallons, je ne m'en souviens plus. Maintenant, ce contrat, lorsque ce contrat se vend, ou si j'achète ce contrat, ou si vous vendez ce contrat, je l'achète de vous, non pas pour le prix de son contenu, mais c'est ce qu'on appelle des acquisitions à découvert.
C'est-à-dire, je vous donne 10% de la valeur du contrat. Donc, vous bloquez cette quantité-là en versant 10% d'acompte. À ce prix. D'accord. À un prix X. X, d'accord. Maintenant, si entre-temps, le prix X, et vous l'avez vendu, au prix X. Maintenant, il faut bien vous rendre compte que vous n'avez pas le pétrole et je n'ai pas le pétrole. Vous avez vendu un contrat. Maintenant, si, par exemple, une crise pareille se produit et que le prix du pétrole passe de 90, le prix que vous l'avez vendu, et maintenant passe à 100, quelles sont vos options? Vos options sont de liquider le contrat que vous avez vendu. Maintenant, la vente, la liquidation du contrat que vous avez vendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez fermer la transaction et acheter le contrat. Donc, vous passez le bébé à quelqu'un d'autre. Et maintenant, l'effet, le momentum de gens comme vous qui avaient vendu et qui sont obligés d'acheter applique beaucoup de pression à la hausse sur le prix du pétrole. D'accord. D'accord. Et maintenant, c'est pourquoi le prix... Très complexe, finalement. Oui, donc le prix augmente. Et moi-même qui avais acheté de vous... et qui avait payé $10, 90 $, maintenant que le pétrole se négocie à $100, j'ai gagné $10. C'est ça. Par contrat. Donc, en fait, par baril. Par baril, oui. Okay? Oui. Donc, c'est l'effet spéculatif de l'enjeu du pétrole qui peut être à la base même de l'augmentation du prix du pétrole. Pas nécessairement des anticipations, parce qu'il y a une chose qu'il faut aussi comprendre, qu'il faut émettre sur le tapis. Les prix, généralement, c'est ce qu'on appelle « prices are sticky on the upside ». Or, sticky on the upside, ça veut dire une fois que les prix grimpent, c'est très difficile pour que les prix redescendent au prix normal. Donc, ce price is sticky on the upside. Et donc, c'est aussi un effet de l'inflation, par exemple, qui est souvent évoqué, c'est que le prix du pétrole a augmenté. Non, ce n'est pas le prix du pétrole qui a augmenté, c'est parce que le prix, une fois augmenté, ça prend du temps à retourner au prix normal. À redescendre, oui. Oui, en effet. Bon, William, certes, les carburants touchent le monde entier. Ça va finir par se répercuter ici aussi en Haïti. Déjà que c'est un point très sensible, cette histoire du prix à la pompe. Mais il y a de fortes chances, en effet, que nous subissions cette conséquence également. Mais si la crise se poursuit. Bon, oui. Sticky side, une fois que ça monte, ça ne baisse pas facilement. Bon. Surtout ici en Haïti. Bon. Mais l'Ukraine, c'est aussi, si j'ai bien compris, le grenier à blé du monde. Bon, qui dit blé dit farine, qui dit farine dit pain. Qui dit pain dit Haïti. Et pain. Bon, pas seulement Haïti, mais c'est vraiment la nourriture de base de tout. Et déjà, j'entendais ce matin que le prix de la farine a augmenté de 30% en France. Qu'avait dit Marie-Antoinette? Bon, oui. Feed them cake. Oui. Donnez-leur le pain. Maintenant. Non. Ah, ils n'ont pas de pain, donnez-leur des brioches. Voilà. C'est la phrase exacte. Merci. Oui, mais ça lui a coûté sa tête. C'est là que je veux venir. Oui, j'aime associer des anecdotes à ce que nous disions, vous savez, parce que ça met dans la tête des gens, ça met l'image dans la tête des gens, vraiment. Comme la dernière fois, nous avons parlé du rat et du lion. Les gens, tout de suite, ont compris. Maintenant, il faut se rappeler qu'au moment pendant l'existence de l'Union soviétique, l'Union soviétique s'était organisée comme un empire et chaque nation qui faisait partie de cet empire remplissait une fonction très spécifique. L'Ukraine, c'était le grenier à blé. C'est bon. Et maintenant, ils ont investi beaucoup en Ukraine pour augmenter leur productivité, pour augmenter leur capacité, parce que c'était non seulement le grenier à blé de l'Union soviétique, mais aussi le grenier à blé pour tout un chacun qui voulut acheter le blé. Maintenant, le blé, comme le pétrole, se négocie par contrat. Ce sont des contrats à terme également pour le blé. Ah bon? Oui, absolument. Bon, il y a le blé, le riz, le pétrole, l'or, le gaz naturel, le pork bellies. Donc, il y a beaucoup de commodities qui se négocient en fait par des contrats à terme. Et aux États-Unis, c'est régulé par le National Futures Association.
c'est National Futures Association qui est à Chicago. Donc c'est vraiment, il y a tout un barème de réglementation autour du négoce des commodités ou des denrées. Donc, le blé faisant partie des denrées, donc comme le pétrole, il y a eu une augmentation sur les contrats du blé et selon la même dynamique que j'ai expliqué tantôt. D'accord. Donc, et malheureusement, lorsque le prix augmente, nous le savons, price is sticky on the upside, et bien sûr, les gens vont en profiter pour augmenter généralement tous les prix qui sont à la base de blé ou à la base de farine. Donc, on va payer davantage pour les pains râlés, les pains carreaux, comme on l'a dit en Haïti, je ne m'en souviens plus. Mais au moins, le pain, la baguette, etc., tout ça, et les gens vont en profiter de se servir de cette augmentation spéculative. Hein, parce qu'il y a une différence entre une augmentation spéculative et une augmentation qui établit une nouvelle tendance. Hein? Parce que dans les tendances, il y a ce qu'on appelle une fourchette à l'intérieur de laquelle se négocie le denrée. La denrée? La denrée, merci. La denrée. Alors que lorsqu'il s'agit de la spéculation, les prix sont l'amplitude des prix dépasse de loin la moyenne des prix. D'accord. Hein, donc, oui. La fonction même de la spéculation. Ouais. Ok, donc, déjà 2 conclusions négatives. 1, il faut s'attendre à une augmentation du prix des carburants. 2, il faut s'attendre à une augmentation du prix du pain. Si la crise se poursuit. Bon, tout semble indiquer qu'elle ne va pas s'arrêter là, malheureusement. Bon, on ne sait pas encore, parce que là, il faut souligner quand même que... À nous de faire maintenant de la spéculation, oui. Non, mais il ne faut pas oublier que la Russie a toujours voulu ne pas avoir de missiles sur ses frontières. Et c'était vraiment ça son grand problème. Donc, si maintenant, ayant sécurisé que sur le territoire de l'Ukraine, il n'y aura pas de missiles pointés sur Moscou, il faut s'attendre à ce que lui, il se replie. Bon, il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui croient à ce scénario, mais on verra bien. De toute façon, ça vient de commencer, ça a à peine 48 heures, donc ça peut partir dans n'importe quelle direction. 3e volet, également dangereux pour le monde, c'est le gaz naturel. Bon, le gaz naturel aussi se négocie à travers les contrats. Right. Maintenant, il se trouve qu'en Ukraine, la source d'approvisionnement pour l'Europe se trouve en Ukraine. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Allemagne se montre tellement réticente aux sanctions qu'on veut imposer à la Russie, parce qu'elle est aux premières lignes. 40% de la consommation d'Allemagne vient d'Ukraine. Donc la question que les leaders de l'Allemagne doivent se poser, et s'il y a sanctions, comment les gens vont faire à manger? Comment les maisons vont se réchauffer? Non, mais les Américains ont déjà la réponse, gaz de schiste. Bon. Mais gaz de schiste, il faut le liquéfier, il faut le mettre dans des containers, ça doit traverser l'Atlantique. Il y a un accord, il ne faut pas oublier que récemment, il y a eu la visite du cheikh de Qatar à la Maison-Blanche. Et dans cette visite, ils ont négocié la possibilité de fournir le gaz naturel à partir du Qatar pour l'Europe. Donc d'un point de vue stratégique, il y a des réflexions chacun se positionne. Parce que là, quand même, lorsqu'on parle de la géopolitique, en fait, il faut qu'effectivement les grandes puissances se positionnent. C'est évident. Et malheureusement, c'est le sens même de géopolitique. Et malheureusement, les petites nations comme nous autres doivent subir les conséquences des puissants. Alors, il faut dire que le philosophe allemand Nietzsche a souvent dit: si vous avez la puissance, il faut vous en servir. Si vous ne vous en servez pas, vous êtes un idiot. Je ne connaissais pas cette citation de Nietzsche, mais c'est en effet tout à fait plein de bon sens. D'accord. Bon, eh bien, William, je crois qu'on a fait le tour des principaux points de crainte, de ce qui pouvait arriver suite à cette attaque. Et puis bon, on va suivre les événements et on verra ce qu'on dira la prochaine fois. Merci Serge. Merci William. Encore une fois, voilà, comme je le disais, l'actualité oblige. Alors qu'on avait prévu de parler des impôts
on a été obligé d'essayer d'envisager quelles peuvent être les conséquences de cette invasion de l'Ukraine par la Russie sur l'économie et à travers le blé, les carburants, le gaz. Affaire à suivre. À bientôt.